Merci Stéphane Sautarel de nous accompagner pendant cette première demi-heure. Vous êtes élu du Cantal à part entrée au groupe Les Républicains, vice-président de la Commission des Finances. On va longuement parler du budget dans quelques instants. Mais d'abord, l'actualité, on l'a vu dans le journal, c'est Éric Dupond-Moretti qui a donc été relaxé hier après-midi par la Cour de justice de la République à l'issue de son procès pour prise illégale d'intérêt. Elisabeth Borne se félicite qu'il puisse continuer à mener son action au gouvernement. Elle a eu raison de le maintenir. C'est pas un ministre affaibli aujourd'hui ? Ça, c'est la décision du gouvernement. Moi, tout d'abord, je ne veux pas commenter la décision de justice en tant que telle, mais il y a un point de satisfaction, d'ailleurs, qui a été souligné par plusieurs, c'est la séparation des pouvoirs, le respect de la séparation des pouvoirs, et que la justice n'interfère pas dans la vie démocratique, dans la vie politique de notre pays, me semble plutôt rassurant, parce qu'on a connu depuis quelque temps bien des séquences où on avait le sentiment que les juges, la justice interféraient beaucoup dans la vie démocratique de notre pays. Notamment l'affaire François Fillon. Notamment. C'est à ça que vous faites référence. Est-ce que quand même, cette décision, elle pose la pertinence et la question du fonctionnement de cette Cour de justice de la République, où ce sont des parlementaires qui jugent les politiques ? Je rappelle qu'elle intervient dans le cadre où on a un élu qui est en fonction à la Cour de justice de la République, et donc il ne me semble pas tout à fait anormal qu'on ait un système justement particulier lorsqu'on a à juger, s'il a à répondre de ses actes, un élu ou un ministre qui est en fonction, mais en revanche qu'on ait un système qui ne soit pas tout à fait celui de droit commun dans ce cas-là. Ça me semble souhaitable. Mais est-ce qu'il faut quand même pas la supprimer, si on vous écoute, mais est-ce qu'il faut la réformer ? Peut-être, en tout cas, le faire qu'elle soit mieux comprise, adaptée à notre environnement institutionnel aujourd'hui, et qu'elle ne donne pas le sentiment, mais je pense que ce n'est pas le cas, qu'il peut y avoir deux poids, deux mesures, ou qu'il puisse y avoir des conditions de justice qui ne soient pas les mêmes pour tous. Ça me semble effectivement important. Et que ce ne soit pas forcément compris par les Français, avec un risque de fossé qui se creuse un peu plus entre les Français et les politiques ? Le risque, il est là, mais je pense qu'il faut aussi faire preuve de pédagogie. Mais cet argument de bien expliquer et de bien faire comprendre qu'il ne faut pas que notre vie démocratique soit prisonnière de la justice, tout en faisant que tout justiciable, quel qu'il soit, élu ou pas, puisse rendre compte de ses actes, il faut trouver ce bon équilibre. On va parler des suites de l'affaire Crépol. Il y a eu de nombreuses questions hier lors de la séance de questions d'actualité au gouvernement. Est-ce qu'il y a aujourd'hui deux France qui s'opposent, deux France face à face, comme disait Gérard Collomb ? Oui, la formule de Gérard Collomb, effectivement, aujourd'hui, me semble d'actualité. Il y a deux France qui ne sont pas tout à fait côte à côte et qui sont plutôt face à face, avec un fossé qui se creuse, des incompréhensions fortes, des violences extrêmes qu'on a du mal à imaginer, à comprendre, qu'on ne peut que condamner, face auxquels, sans doute, on est encore un peu démunis, face auxquels aussi, on a sans doute donné un sentiment, peut-être pas une réalité, trop longtemps d'impunité, et donc il me semble important, effectivement, de réagir, de refaire du commun, mais aussi de rétablir une autorité qui est bien bafouée aujourd'hui. Gérald Darmanin qui a annoncé notamment vouloir dissoudre des groupuscules d'ultra-droite, 3 groupuscules d'ultra-droite. Est-ce que pour vous la réponse du gouvernement est à la hauteur ? Non, je pense que c'est un symbole. C'est sans doute nécessaire. Il y a déjà eu des dissolutions de groupuscules d'extrême gauche ou d'extrême droite. Et si c'est justifié, il faut continuer à le faire. Pour autant, je pense qu'il y a une action de fond, de façon à ce que dans notre pays, la minorité agissante ou certaines minorités agissantes n'imposent pas en permanence leurs lois à une majorité silencieuse qui, on le voit, accepte de moins en moins ces situations et je ne voudrais pas que chacun veuille rendre justement la justice dans notre pays et il faut être très vigilant sur ce plan-là. On va parler du budget, puisqu'on le disait, vous êtes vice-président de la Commission des Finances et le Sénat termine aujourd'hui l'examen de la première partie de ce budget, la partie recettes. On va voir comment vous l'avez modifié avec Samia Dechiat. Bonjour Samia. Bonjour Oriane, bonjour Stéphane Sautarel. Bonjour. Et Samia, ça fait déjà une semaine que les sénateurs ont commencé l'examen de ce budget 2024 et ils ont apporté plusieurs modifications. Oui, et d'ailleurs, toutes les modifications quasiment sur ce projet de loi de finances, elles viennent du Sénat. Puisqu'on le rappelle, en première lecture à l'Assemblée nationale, le gouvernement a déclenché, vous le savez, l'article 49.3 de la Constitution, ce qui veut dire que les députés n'ont pas pu le voter. Ce budget du gouvernement, il a été adopté tel quel. Alors au Sénat, le 49.3, ce n'est pas possible, et donc les sénateurs ne se sont pas privés de modifier ce budget 2024 qu'ils trouvent trop dépensier. Le gouvernement prévoit 16 milliards d'euros d'économies sur les dépenses publiques l'an prochain.
pas assez pour les sénateurs qui veulent introduire une des économies supplémentaires, 5 milliards d'euros de coupes supplémentaires. Alors comment ? Eh bien par plusieurs mesures. D'abord, la suppression du bouclier tarifaire qui permettrait à elle seule de réaliser, d'après les sénateurs, 1 milliard d'euros d'économies l'an prochain. Le bouclier tarifaire, je rappelle que c'est ce dispositif qui a permis de limiter la hausse des prix de l'énergie pour les ménages depuis 2021. Le gouvernement voulait le prolonger en 2024. Les sénateurs ont dit non. Ils veulent remplacer ce bouclier tarifaire par un chèque, un dispositif plus ciblé qui serait réservé aux 60% des ménages les plus modestes. Le gouvernement, lui, n'est pas d'accord. Regardez la réaction du ministre des Comptes publics hier au micro de Quentin Calmet. On a pris un engagement devant les Français. Les prix de l'électricité n'augmenteront pas plus de 10%. Or, l'amendement porté par la majorité sénatoriale, c'est une augmentation des prix de 20% dès février avec un chèque. Un chèque, mais à la fin, on sait très bien comment ça se passe avec les chèques. C'est la classe moyenne qui paye. Alors, est-ce que vous assumez de dire, aujourd'hui, la classe moyenne et la classe aisée, donc les 40% des ménages français les plus aisés, ne doivent plus être aidés pour payer leurs factures de chauffage ? Ce n'est pas une mesure très populaire. Peut-être une mesure courageuse. Alors, je veux juste la resituer en quelques secondes dans son contexte. Vous avez souligné un des éléments majeurs de ce budget, c'est le fait démocratique, le fait qu'il ne soit pas examiné à l'Assemblée et donc la nécessité qu'il y ait un examen au fond au Sénat. Le deuxième élément, c'est la dette extrême de ce budget. On continue à creuser et à augmenter notre dette on a franchi maintenant la barre des 3 000 milliards d'endettement. Et puis, le troisième élément, c'est le déficit qui continue à grossir, la dépense qui continue à augmenter, d'où la nécessité effectivement de travailler sur la réduction de la dépense comme le Sénat a souhaité le faire. Je trouve un peu paradoxal que le ministre Cazenave s'érige ou conteste les chèques, ce gouvernement qui a fait tant de chèques depuis des années, alors que la mesure aujourd'hui que nous proposons au niveau de la majorité sénatoriale, c'est justement d'avoir des mesures ciblées. C'est ça le sens en fait de ce milliard d'économies. C'est au lieu d'avoir une réduction pour tous de la facture énergétique, sur laquelle on pourrait revenir pour essayer d'en comprendre surtout la cause et voir comment on peut réformer ce fameux marché européen de l'énergie. Donc au lieu d'avoir une facture réduite pour tous, c'est de cibler via un dispositif qui corresponde aux classes moyennes et aux classes inférieures, ou en tout cas les plus défavorisés, les premiers déciles, un chèque qui permette justement de répondre aux besoins de ceux qui en ont le plus besoin et non pas de généraliser une politique dont la France n'a plus les moyens. L'Union européenne l'a souligné encore la semaine dernière dans ses observations. Alors ça, c'est pour les particuliers. Pour les collectivités, Elisabeth Borne était devant les maires. Jeudi dernier, elle a annoncé la prolongation de l'amortisseur électricité pour les collectivités. C'est une bonne nouvelle ? C'est une bonne nouvelle dans son annonce. On voit cette année que dans son application, il y a loin de la coupe aux lèvres, si je puis dire, puisque de nombreuses collectivités doivent rembourser les avances qui avaient été consenties l'année dernière, parce qu'en fait, les collectivités gèrent bien leur budget. Elles font des efforts, et en faisant des efforts, elles améliorent leur situation budgétaire, parfois au détriment de l'investissement, parfois au détriment du service public local, ce qui peut poser des questions. Et du coup, elles sortent de ce fameux filet de sécurité ou de l'amortisseur. Pour autant, il est pertinent de le maintenir pour celles qui sont le plus en difficulté ou qui ont signé des contrats à des moments très défavorables et qui les engagent dans la durée. Samia, autre piste d'économie votée par le Sénat, c'est la suppression de plusieurs avantages fiscaux. Oui, et notamment celui qui bénéficie aux propriétaires qui louent leur logement en meublé touristique sur des plateformes type Airbnb. Actuellement, ils bénéficient d'un abattement fiscal très conséquent, 71%. Le gouvernement a déjà prévu de ramener cet abattement à 50%, mais le Sénat veut aller plus loin et aligner le régime fiscal des meublés touristiques sur celui des locations à l'année, les locations dites nues, c'est-à-dire passer un abattement de 30%. C'est une proposition de Max Brisson, qui est sénateur des Pyrénées-Atlantiques, où la crise du logement est très aiguë. Regardez. Les mesures fiscales sont aussi des symboles qu'on envoie à des populations qui n'en peuvent plus, qui voient les jeunes être logés de plus en plus loin des zones éminemment touristiques. Voilà pourquoi les élus de territoires comme le mien, le territoire du Pays Basque, unanimes, demandent qu'on mette fin à cette niche fiscale qui est de plus en plus difficile à supporter.
Voilà, donc le Sénat veut passer l'abattement fiscal à 30% pour les meublés touristiques, mais il prévoit quand même une dérogation pour les zones rurales, dans un territoire comme le vôtre, par exemple, le Cantal. Le Sénat dit l'abattement fiscal pour les meublés touristiques dans ces zones rurales serait fixé à 51% et non pas à 30%. Pourquoi ? Parce qu'il faut bien situer cette mesure dans son contexte. Comme l'a rappelé mon collègue Max Brisson, c'est sur les zones tendues où il y a cette difficulté majeure avec le fait que les gens n'arrivent plus à se loger, on a un problème du logement dans notre pays, et que les propriétaires, parce que c'est plus rentable, préfèrent louer forme Airbnb, en tout cas sur des formules très, très courtes et saisonnières. C'est vrai au Pays Basque, c'est vrai à Paris, et avec les JO, le phénomène ne peut que s'amplifier. Mais c'est pas la même chose en territoires ruraux. Effectivement, aujourd'hui, le tourisme rural, en particulier les gîtes ruraux, c'est une pratique qui existe depuis très longtemps, qui permet d'accueillir de manière saisonnière des touristes dans nos territoires, et il ne faut pas qu'ils soient bien sûr régis de la même manière. Donc autant je soutiens totalement cette mesure Airbnb, autant il fallait bien sûr la différencier pour que nos territoires ruraux ne soient pas victimes de celle-ci. Le gouvernement, lui, ne la soutient pas. Vous avez peu d'espoir qu'elle soit maintenue ? Je crois que le gouvernement, là pour le coup, partage plutôt l'objectif. Et le constat est partagé. On a, je pense, une difficulté fiscale ou légistique pour trouver la bonne formule qui permette à la fois d'être constitutionnelle et répondre à cet enjeu de justice fiscale et surtout de politique du logement. Parce que le vrai sujet de fond, c'est la politique du logement. Samia, autre avantage fiscal supprimé par les sénateurs, celui promis à la FIFA. Oui, pour attirer le siège de la FIFA en France, le gouvernement lui avait réservé un petit cadeau dans le budget 2024, l'exonération pour toutes les fédérations sportives internationales de l'impôt sur les sociétés, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, CVAE, la TVA, et puis l'impôt sur le revenu pendant 5 ans pour tous ces personnels. Alors là encore, il y a eu une quasi-unanimité à droite et à gauche du Sénat pour supprimer ce cadeau fiscal fait à la Fédération internationale de football. Est-ce que vous aussi, vous l'avez trouvé choquant cet avantage fiscal promis par le gouvernement aux fédérations sportives internationales ? Choquant, indécent, tous les qualificatifs. Il suffit d'écouter ce que vous égrenez comme avantage. Je pense que la FIFA n'est pas très nécessiteuse et donc le fait que le gouvernement français envisage de telles mesures, y compris individuelles, pour exonérer d'impôts sur le revenu les salariés de la FIFA, au moment où les Français connaissent, pour beaucoup d'entre eux, des situations difficiles avec une inflation qui reste présente et la nécessité de finir les fins de mois de façon un peu compliquée, je pense que cette mesure est indécente, indigne. Elle a été introduite dans le 49.3, je ne sais pas pour quelle raison et qu'est-ce qui a présidé à cela, et j'espère qu'elle ne figurera pas dans le texte définitif, en tout cas, qui sera adopté. Samia, on reparle des taxes autoroutes. Oui, le Sénat a introduit une nouvelle taxe dans ce budget 2024, qui est une taxe sur les concessions autoroutières et sur les aéroports. Et cette taxe, elle est censée permettre de financer à la fois des infrastructures ferroviaires, mais aussi des infrastructures routières. Parce que l'idée du Sénat, c'est de dire que les collectivités n'ont pas toujours les moyens de financer les infrastructures routières. Et c'est notamment le cas dans votre territoire, le Cantal, je crois. Absolument. Dans nos territoires comme le Cantal, la mobilité passe par la route. Certes, il faut encore améliorer des choses sur le fer, mais le ferroviaire ne dessert pas l'ensemble du territoire. Et donc la mobilité du quotidien, les déplacements, c'est la voiture, c'est la route. Et donc nous devons continuer à investir, à entretenir ce réseau routier qui est très conséquent. C'est une vision de terrain, pragmatique. Et pour cela, nous avons besoin de trouver des moyens pour financer ces travaux et cet entretien. Et je me réjouis, moi, de l'instauration de cette taxe nouvelle sur des infrastructures, en fait, vous l'avez dit, les aéroports et les autoroutes, alors surtout les autoroutes. En fait, c'est une mesure de décarbonation de nos mobilités. C'est comment on taxe des infrastructures carbonées pour financer le ferroviaire, mais aussi les transports du quotidien sur les territoires. Et j'ajoute que le Sénat a aussi introduit une mesure qu'on avait proposée dans notre rapport avec mon collègue Hervé Maurey, qui est les quotas carbone, pour venir compléter les moyens dont on peut disposer pour les mobilités du quotidien.
Et est-ce que le gouvernement vous suit sur cette taxe sur les autoroutes et sur les aéroports? Est-ce qu'il se sera maintenu potentiellement en deuxième lecture à l'Assemblée nationale? La taxe sur les autoroutes et sur l'aéroport, oui, c'est une mesure qui est partagée, qui sera maintenue, peut-être avec quelques ajustements. Le Conseil d'État a validé le fait que cette mesure pouvait être introduite et surtout qu'elle n'engageait pas une augmentation du tarif des autoroutes, parce que ce qu'on ne voulait pas, c'est qu'en fait ce soit l'usager de l'autoroute qui paye au final. Est-ce qu'il n'y a pas un risque au final que ce soit l'automobiliste ou le passager qui paye? Non, parce que ce n'est pas une taxe spécifique à l'autoroute. Les sociétés concessionnaires d'autoroutes peuvent répercuter lorsqu'elles ont des charges qui sont spécifiques à leur infrastructure. Là, ce n'est pas le cas. On dit un mot du loto de la biodiversité. Oui, le Sénat a souhaité supprimer ce loto de la biodiversité qui était une expérimentation. Je rappelle le principe. Les Français sont invités à jouer au loto, gratter un ticket et une partie du prix d'achat du ticket est reversée à des actions en faveur de la biodiversité. Ça existe déjà pour le patrimoine, le loto du patrimoine qui est fortement soutenu d'ailleurs par le Sénat. Et pourtant, sur le loto de la biodiversité, vous avez dit stop, on ne poursuit pas l'expérimentation. Pourquoi? Alors pour deux raisons. Il y a une raison d'abord qui est celle de l'addiction au jeu et peut-être que c'est en plus surtout pour les jeunes avec une entrée très faible à 3 € sur un sujet qui est cher à tous mais qui parle encore peut-être davantage aux jeunes et donc ne pas inciter à cela. Et le fait que c'est pas efficace sur le plan financier puisqu'en fait seulement je crois que c'est 46 € pour 100 € qui sont pariés, qui 43 reviennent. 43 centimes sur un... Voilà, 43, c'est pas 46 sur un ticket. Alors que si on a une aide directe en défiscalisation, il y a 66% qui permet la défiscalisation pour celui qui fait un don à des associations qui œuvrent pour la biodiversité. Donc ça nous semble pas, on va dire, ni moralement ni financièrement efficace et c'est la raison pour laquelle on n'a pas soutenu cette mesure. C'est pas parce qu'Emmanuel Macron a gagné la dernière fois qu'il a gratté le loto de la biodiversité. Non, mais je me réjouis de sa chance. Pour autant, je ne suis pas certain que ce soit un bon exemple que le président de la République promeuve les jeux de hasard. Un mot plus général sur ce budget. Samia l'a dit, 16 milliards d'économies, c'est ce que veut faire le gouvernement. Vous dites c'est pas assez. Le Sénat veut rajouter 5 milliards supplémentaires. Est-ce que c'est pas trop? Et où vous les trouvez ces Alors, je dis c'est pas assez et je dis c'est pas vrai. C'est-à-dire que les 16 milliards, en fait, il y a 12 milliards qui sont simplement des mesures qui étaient liées à aux crises que nous avons traversées. Et c'est des mesures exceptionnelles dont on sort. Donc c'est 12 milliards qui ne sont pas des économies structurelles. Au contraire, on continue à augmenter tous les postes de dépenses de l'ensemble des ministères. Plus de 8800 postes aussi créés en termes d'agents publics dans les ministères. Il nous semble qu'on n'est pas sorti du quoi qu'il en coûte et qu'on est toujours dans cette addiction. Après, c'est des augmentations pour l'éducation, pour la police, pour la justice. Certes, et il y en a qui correspondent à des orientations, notamment en termes de sécurité, police-justice, vous dites que l'on souhaite. Pour autant, il y a un certain nombre de ces dépenses qui nous semblent pas justifiées, notamment sur ce phénomène d'agencification de notre politique publique, c'est-à-dire qu'on donne beaucoup d'argent à des acteurs extérieurs qui portent des politiques publiques. Ça, je pense qu'il faut qu'on le regarde de plus près. Et il y a un point qui, en tout cas pour moi, m'est très cher, c'est la dépense publique, ce qu'on appelle les niches fiscales. Vous l'avez évoqué un peu tout à l'heure. On crée encore, alors que le gouvernement prétend combattre les niches fiscales, on en crée encore 66 dans ce PLF. Et je pense que là, vraiment, il faut qu'on attaque les 200 milliards de dépenses fiscales et sociales. Alors on sait que derrière chaque niche, il y a un chien, comme on dit, qui défend sa niche, mais il faut qu'on s'y mette très très sérieusement. Merci Samia. On suivra le vote cet après-midi, un vote sur la partie recette et puis le budget, ça dure jusqu'au 12 décembre, on suivra tout ça. Merci beaucoup, à tout à l'heure. À tout à l'heure pour parler de la décision de la CGR sur Éric Dupond-Moretti. On verra ça dans le club. On va voir l'actualité dans le Cantal maintenant. Stéphane Sautarel, on accueille Patricia Olivieri. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. On est ravis de vous accueillir dans cette émission. Vous êtes directrice déléguée et rédactrice en chef de l'Union du Cantal. Patricia, on va revenir avec vous sur l'un des sujets d'inquiétude des éleveurs alors qu'un accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur est sur le point d'être finalisé. Alors effectivement, impossible de s'adresser aux sénateurs du Cantal sans évoquer l'élevage dressé qui est le poumon économique du département. Alors effectivement, selon des fuites de la Commission européenne, l'accord qui est en discussion depuis pas mal de temps déjà, on le sait, entre l'Union européenne et les pays du Mercosur, pourrait être signé très prochainement, début décembre, nous dit-on, alors qu'on sera en pleine COP28. Les éleveurs redoutent cette perspective. Pourquoi ? Ce serait la signature entraînerait l'ouverture accrue du marché européen à des viandes qui sont issues d'animaux élevés dans des conditions diamétralement opposées à celles qui sont imposées aux éleveurs européens.
tant en termes de bien-être animal, d'environnement, de traçabilité. Première source d'inquiétude, et sachant qu'on est dans un contexte structurel pour l'élevage français, décapitalisation très forte ces dernières années, qui se traduit 1 million de vaches de moins. Donc on voit que nos campagnes vont plus ressembler à ce qu'elles sont aujourd'hui. Et puis en même temps, on est dans un contexte où on prône la souveraineté alimentaire du pays. Stéphane, dans ces conditions, quel peut être l'avenir? Quelles sont les perspectives pour notre élevage? Ma question est forcément, je connais votre réponse, faut-il s'opposer radicalement à cet accord? Oui, bonjour Patricia. Oui, bien évidemment, ma collègue Dominique Estrosi-Sassone a interrogé le gouvernement hier sur cette question-là et qui nous inquiète beaucoup et qui est cachée, sur lequel le Parlement n'a jamais eu à se prononcer. On a tous lu que le président Lula voulait faire aboutir cet accord avant la fin de l'année, d'où cette inquiétude et cette échéance annoncée. On s'y oppose fermement. La ministre des Affaires étrangères et de l'Europe nous a indiqué hier que la France ne laisserait pas passer cet accord en l'état, puisqu'effectivement, à tous égards, sur les conditions d'élevage, sur les inéquités. On parle de pilote, on est vraiment... Oui, absolument, absolument. Et puis, il y a aussi quelque chose de tout bête, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui, on rentre dans la COP28, et la première des luttes contre le CO2, c'est de limiter les importations, et donc de soutenir notre agriculture, notre élevage français, pour éviter cela. Donc, on reste très vigilant. Aujourd'hui, on a plutôt des signes qui nous laisseraient à penser que la France s'opposera à cet accord, mais il va falloir rester effectivement très, très mobilisé pour que réellement cet accord ne signe pas. Et en tout cas, je vous assure du fait que le Sénat est particulièrement mobilisé pour s'opposer à cet accord qui est complètement contraire à tout l'intérêt de l'agriculture française et cantalienne en particulier. Patricia, on va parler d'un autre sujet. C'est un sujet qui touche évidemment pas que le Cantal, qui touche bon nombre de territoires, c'est la désertification médicale. Alors effectivement, Stéphane Sautarel, vous avez été co-rapporteur en 2021 d'une PNPL, d'une proposition de loi qui visait à lutter plus fortement, plus radicalement contre les déserts médicaux. Et parmi les propositions, il y avait l'idée d'instaurer, aux côtés de mesures incitatives telles qu'on les connaît aujourd'hui, des mesures peut-être un peu plus coercitives, d'inciter par des moyens divers et variés les médecins nouvellement diplômés à s'installer dans des zones peu densément pourvues. Ça peut être le cas du Cantal, notamment pour les spécialistes. Alors cette PPL n'a pas abouti. Quels peuvent être les nouveaux leviers, toujours partisans de ces mesures coercitives et comment les faire aboutir ? Alors des mesures plus contraignantes, en tout cas, oui. On avait introduit la 4e année post-doctorat après 4e année d'internat. C'est un élément, mais qui suffit pas. Et on voit bien que toutes les solutions doivent être mises en place. L'idée, c'était d'obliger la profession à se réguler, faute de quoi on porte l'idée qu'il devrait y avoir un conventionnement sélectif pour d'abord prioriser les départements ou les territoires qui sont en situation de carence en termes d'offres médicales et le Cantal en fait partie, mais il y a aujourd'hui pratiquement 6 millions de Français qui n'ont pas un accès satisfaisant aux médecins. Donc j'ai interpellé mon collègue nouveau président de la Commission des affaires sociales du Sénat, Philippe Moulier, avec qui on va mettre un groupe de travail en place pour faire des propositions reprenant la PPL que j'avais eu le plaisir de rapporter et peut-être pour le faire de manière encore un peu plus concertée. Mon idée, c'est comme les dentistes ont su le faire, par exemple, c'est de donner un délai où les professionnels s'organisent et arrivent à s'autoréguler, comme les dentistes ont su le faire, faute de quoi, effectivement, on devrait aller vers ce conventionnement sélectif, parce que il n'y a aucune raison que des Français, et des Cantaliens en particulier, n'aient pas accès aux soins. On voit aujourd'hui toute la difficulté que ça représente. Merci Patricia Olivieri, merci beaucoup d'être intervenue dans cette émission. On était ravis. On regarde la une de l'Union du Cantal, Aurillac, pôle d'excellence en matière de microbiologie. C'est à la une de votre journal. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Un dernier mot rapidement, Stéphane Sautarel, puisque vous êtes élu de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et on a appris hier qu'avec la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, vous allez donc accueillir les Jeux Olympiques d'hiver 2030. On imagine votre satisfaction. C'est une grande satisfaction, une belle victoire pour les Alpes françaises, qui sont le premier domaine skiable du monde. Et la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui avec la région Sud, effectivement, s'est associée pour accueillir cet événement, sera au rendez-vous. Et je n'ai aucun doute que le Cantal, même s'il est au bord de cette grande région, mais avec une très belle station qui est le Luran, puisse aussi bénéficier de cet événement. Merci Stéphane Sautarel d'avoir été notre invité pendant cette première demi-heure.